Désormais, le numérique, c'est aussi essentiel finalement que l'eau ou l'électricité. La question n'est pas de savoir si vous allez vous faire attaquer, mais finalement quand vous allez vous faire attaquer. L'idée, c'est d'éviter que les utilisateurs, de fait, les élèves, n'aillent sur les sites inappropriés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit. Ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui, je dois le dire, est assez méconnu du grand public, puisqu'on va parler du numérique. Oui, ça, on en parle souvent, mais dans les services publics. Ça, c'est un autre domaine. Avec nous, on a Jean-Pierre Sabiot de Gigalis. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue à la maison. Ravi de vous accueillir parce que, effectivement, je le disais, on ne voit pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose. C'est assez nébuleux pour le grand public. Avec vous, on va essayer de percer un peu ces mystères du numérique public. Avant cela, si vous voulez bien, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez traversé la vie jusqu'à venir vous asseoir aujourd'hui dans ce fauteuil de Dixit. Merci. Oui, une carrière peut-être assez classique par rapport au service public, c'est-à-dire que, après avoir fait sur Paris, la Dauphine, je suis rentré dans le service public pour travailler dans une commune, puis un département, parce que le concours qui s'appelle administrateur territorial, ou à Strasbourg avec l'ENAR. Et ensuite, j'ai évolué dans ces différents postes et j'ai fait aussi pendant 6 ans un détour par la fonction publique d'État comme magistrat financier en chambre régionale des comptes, voilà, en Bretagne et en Pays de la Loire, avant de devenir directeur général adjoint des ressources à la région des Pays de la Loire. D'accord. Vous venez de Nantes. De Nantes, voilà. Très belle région. Salut les Nantais qui nous regardent. Ils sont nombreux. Gigalis. On va y venir. J'aimerais vous soumettre au pitch elevator, c'est-à-dire nous brosser le tableau, mais très succinctement, en 20 secondes maximum, de ce qu'est Gigalis. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Alors, attention, pitch elevator, à vous Jean-Pierre. Alors, Gigalis, c'est un acteur public qui, dans les Pays de la Loire, s'occupe de numérique, qui a pour particularité de fonctionner sans financement public et qui a une large gamme de services sur lesquels on reviendra. Bravo. Alors là, d'une précision, hein. On sent votre côté chiffré. Je le disais, le numérique public, c'est un sujet assez méconnu du grand public. Est-ce que selon vous, qui avez cette hauteur-là, c'est bien qu'on ne sache pas trop ou c'est pas bien? Plutôt pas bien, parce qu'en fait, je veux dire, désormais, le numérique, c'est aussi essentiel finalement que l'eau ou l'électricité. Absolument, ouais. Ce qui veut dire qu'il faut aussi en tenir compte au niveau des priorités, et notamment des priorités budgétaires. Sauf que ce que l'on voit, la réalité, c'est que pour beaucoup d'acteurs publics, finalement, le numérique, on va dire, c'est un peu une variable d'investissement, une variable en fonction sur les budgets. Si on a un peu de sous, on y consacre un peu de temps, mais voilà. Ok. Sauf que quand on voit le coût désormais de cyberattaques, par exemple, il est prudent d'investir pour se protéger. Et donc, je pense que désormais, il faut que les acteurs publics, quels qu'ils soient, que ce soit les collectivités, les institutions publiques, mais bien sûr aussi l'État, prennent en compte cette dimension forte et mettre le numérique en haut de la pile. Au même titre que l'éducation, la santé. Voilà. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que tous les autres services publics dépensent de plus en plus du numérique. C'est-à-dire que si le numérique ne fonctionne pas, le service public ne fonctionne pas. Donc, voilà. Et par conséquent, il faut se donner les moyens. En plus, il y a une attente sur la qualité du service. C'est-à-dire que l'intérêt du numérique, c'est qu'on peut à la fois gagner en productivité, dans certains cas, et puis aussi on peut améliorer la qualité du service, par exemple en matière de réactivité. Donc, si on veut un service public performant, avec une approche nouvelle du service Agile, public, performant. et agile, il faut pleinement intégrer cette dimension numérique et par ailleurs, évidemment, sécuriser les actions que l'on peut mener dans ce domaine-là. Vous parliez tout à l'heure de cyberattaque, c'est ce qu'on entend, nous, de notre chaise, le plus souvent, on en entend parler. C'est devenu un peu monnaie courante. J'ai eu un invité sur ce plateau qui nous disait la question n'est pas de savoir si vous allez vous faire attaquer, mais finalement quand vous allez vous faire attaquer. Est-ce qu'on en est là, selon vous, aujourd'hui? Alors, ce qui se passe, oui, on connaît pas mal de structures qui ont été effectivement attaquées. Il y a différents types d'attaques. Il y a souvent parfois les pêcheurs qui lancent un filet et puis ils regardent un peu ce qui ne fait rien. Ce qu'il y a, c'est qu'on a souvent il y a un écart entre le sentiment d'une menace et le risque d'une attaque. En fait,
on se dit: «Ouais, je suis petit, je suis pas menacé». Sauf que, c'est pas forcément le sujet, parce que les attaques peuvent être un peu aveugles. Par conséquent, on peut se retrouver attaqué alors même qu'on estime qu'on n'est pas important. Mais, pour le hacker, qui regarde, si on voit ça d'une façon un peu générale, finalement, il va prendre ce qu'il peut prendre et donc, là où il y a le moins de défense et par conséquent, on peut se retrouver attaqué sans penser, qu'on est une cible privilégiée. C'est ce que nous disaient pas mal de nos invités qui travaillent dans la cyberdéfense, nous disaient que, à la limite, presque plus c'est petit, plus c'est intéressant pour les attaquants parce qu'en fait, c'est facile et ça tombe tout de suite. Et puis après, le niveau de risque, pour tout vous dire, on travaille aussi avec les petites communes et honnêtement, il y a un risque dans le sens, où il y a un problème de maturité et de sécurité. Tout simplement, c'est une question de moyens, c'est une question peut-être aussi de partage d'une culture, de D'ambition protection, politique peut-être aussi? d'ambition. Après, c'est vrai que ça peut qu'il y a un petit peu, mais en tout cas, voilà, tous ces éléments sont réunis pour constater qu'il y a des points de faiblesse. Et alors nous, on a des outils chez Legalis, par exemple, pour tester tout bêtement les sites internet. Ouais. Donc là, c'est assez monnaie courante et on a été amené à faire, des tests auprès d'un certain nombre de sites internet de différentes communes et malheureusement, les résultats, selon des normes, je dirais identifiées par l'ANSSI, les failles sont réelles. C'est-à-dire que sur une note de 0 à 10, avec le risque plus élevé étant à 10, on a souvent eu des notes supérieures à 9. Waouh! Ah oui? Oui, Des communes, petites communes et des ou? petites communes de 1 000 à 3 000, 5 000 habitants, des petites communautés de communes et cetera. Alors quel est l'enjeu sur ce type de commune? Parce qu'on se dit: «Bon, allez, OK, le site de la petite commune de 3 000 habitants ou de 2 000 habitants va être attaqué. Bon, le risque, c'est quoi?» Toujours dans une logique de démonstration, en accord avec, la commune, on a pu aller, nous, jusqu'au portail familier et récupérer, potentiellement, on pouvait récupérer des informations personnelles et même des RIB. Ah oui, Parce que vous savez, les familles, elles payent la cantine, absolument, l'école, absolument. crèche, et cetera. Donc, à un moment, il faut bien déposer des informations. Et donc, et on voit que, ils ne pensent pas toujours à ça, mais s'il y a effectivement des points de faiblesse, eh bien, on peut, un hacker pourrait naviguer pour aller, Oui, puis il y a les caractères dans les sites de mairie, j'imagine qu'il doit y avoir aussi les caractères sociaux de la population, qui sont quand même des données hautement, protégeables, on va dire. tout à fait. Et après, ça pose la question après de l'hébergement des données, encore autre chose. Ouais. Mais le fait, que tout bêtement les sites internet ne soient pas suffisamment sécurisés, eh bien, c'est déjà une première quand même, faille et il faut sans doute y remédier. Je vois même des premières actions qu'il faut mener sans doute quand on est un acteur public. Tout à l'heure, on refaisait un peu le fil de votre vie. Ma question, c'est vraiment, c'est à quel moment précis de votre vie, vous vous êtes aperçu et vous avez mis comme nouvelle target le numérique public? À quel moment c'est entré dans votre vie et à quelle puissance surtout? Alors, il se trouve que le numérique, c'est vrai que ça faisait partie de mon périmètre, lorsque j'étais directeur général adjoint des ressources, à la région, parce que j'avais 6 directions, dont la direction du numérique. Donc là, bah, du coup, à un niveau régional, on est obligé d'avoir, un intérêt particulier pour cela. Et puis après, bon, voilà, j'ai eu la possibilité de passer donc, chez Gigalis il y a 2 ans, comme directeur général. Et c'est là, bah, on rentre pleinement dans le numérique. Après, l'idée, c'était, à partir on va dire, de l'outil Gigalis, c'était comment donner une autre ambition à cette structure-là. Vous aviez, avant de connaître Gigalis et de rencontrer Gigalis, vous aviez conscience de ces choses-là, vous aussi? Ou pas tant que ça? Alors, si le numérique, parce qu'il se trouve que quand j'étais notamment à la région, on a été amené à se lancer dans la démarche de certification des comptes, par exemple, et on a été d'ailleurs la première collectivité à être certifiée en France. Bravo. Et du coup, on s'aperçoit que pour l'être, l'importance du numérique est fondamentale, en fait. Et les commissaires aux comptes, en fait, attachent une grande importance qui est juste sur tout ce qui est numérique. Et à s'assurer que, bon, moi, ça va s'assurer que les droits d'administrateur, etc. Enfin, tous ces éléments-là, il y a des process, en fait, à vérifier. Et donc, on contrôle tout ça. Et donc, c'est vrai qu'on avait aussi des progrès à faire. On les a fait. Et c'est vrai que ce qui nous a permis d'ailleurs de le certifier. Et donc, c'est à ce moment-là où le numérique, il fallait le placer là aussi en haut de la liste, et qu'il soit et avec donc les élus, la présidente de la région, le directeur général à l'époque, on a fait en sorte de permettre de monter en gamme sur le numérique. Parce que souvent, en fait, c'est une forme de dette cachée.
Mais on ne s'en rend pas compte parce que les choses deviennent un peu obsolètes et en même temps, on ne répond pas aux nouveaux risques, des attaques potentielles. Et ce qui fait que cette dette s'accroît finalement. Et c'est pour ça que quand je parlais aussi d'investissement, c'est pas des coûts simplement. C'est que si on ne le fait pas maintenant, en fait, on accumule un coût potentiel à durée et ça sera encore plus cher après. Absolument. C'est ce qu'on appelle dans le numérique, je crois, Monsieur Strubel de l'ANSSI parle du coût de l'inaction. Oui, C'est un vrai coût, en fait. tout à fait. C'est un vrai coût. Il y a quelque chose qui est Gigalis est devenu en 2025 GIP. Et ça, quelque part, nous, sur ce plateau, on reçoit souvent des chefs d'entreprise, des patrons d'entreprise privés, tout ça. Là, en fait, on ne parle pas de ça. Non. En fait, alors ça essayer de ne pas être technique. Alors, vous savez, dans les structures publiques, il y a différentes catégories. Et il y a une structure qui s'appelle un syndicat mixte, qui était la situation de Gigalis jusque fin 2024. C'est-à-dire, ça regroupait des collectivités. Donc, on avait la région Pays de la Loire, les départements, des métropoles, Nantes Métropole, Angers-Loire Métropole. On avait aussi la CCI, on avait les grands ports de Nantes-Saint-Nazaire. Donc, déjà, assez Oui, ça fait un peu de diversifié, boulot. une trentaine d'acteurs assez diversifiés, mais selon une formule juridique assez classique et surtout qui relève de ce qu'on appelle la comptabilité publique. La comptabilité publique, en fait, si vous voulez, il y a une différence. Quand, par exemple, un maire veut payer quelque chose, il est ce qu'on appelle ordonnateur titulaire. Il ordonne au payeur, le payeur qui dépend du ministère des Finances, de payer pour lui. Donc, il y a ce qu'on appelle cette séparation entre les deux. Et et donc, ce qui est normal, la comptabilité publique reprend l'idée qu'il faut que la responsabilité publique financière soit très forte, et par conséquent, cette séparation stricte, mais avec beaucoup d'obligations. D'accord. Et donc, je dirais, on va dire, pour faire court, un peu plus lourd, la comptabilité publique que la comptabilité privée. Et en changeant de structure de GIP, il y avait plusieurs intérêts. D'abord, l'intérêt, c'était d'ouvrir, parce qu'il y a des structures qui ne peuvent pas adhérer à un syndicat mixte, OK. mais qui peuvent adhérer à un GIP. Je prends un exemple très concret. Nous, depuis le 1er janvier 2025, on est en GIP. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin, première assemblée générale? On a fait venir 7 centres hospitaliers, et en particulier les CHU d'Angers, de Nantes, les centres Ah oui, hospitaliers pas des petits du Mans. trucs, quoi. Voilà. Tout de suite, on souhaitait Il fallait adhérer. cette transformation fallait juridique pour Oui, oui. pouvoir faire adhérer. Ah ouais. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir aussi élargir et sans doute, j'espère, avoir aussi des universités l'année prochaine et aussi, vous savez, les services départementaux d'incendie et de secours, des SDIS, donc qui pourront aussi venir. Je veux dire qu'on aura une gamme assez complète de tous les acteurs publics. Alors, on cerne mieux la mission et la vocation de Gigalis. Vous en êtes aujourd'hui le patron. Vous, quelle feuille de route vous avez fixée à ça? Alors, feuille de route, il se trouve qu'on a fait une assemblée générale le 10 décembre, donc c'est tout récent. C'est assez récent, oui. Voilà, et qu'on a présenté une feuille de route stratégique, donc 2026-2031. Alors, l'ambition, c'est de renforcer la sécurité numérique pour les acteurs publics des Pays de la Loire et, si possible, d'être un peu exemplaire au niveau national. Ah, OK. Et donc, pour cela, on met en place un certain nombre d'actions. Ça rejoint un petit peu les champs d'action de Gigalis, qu'on dénomme ce qu'on appelle les 4C, pour simplifier la compréhension. Alors, la connectivité, c'est en fait l'existence d'un réseau très haut débit, vous savez, des fibres. Pour pouvoir nous-mêmes avoir la fibre, il faut en dessous, en quelque sorte, qu'il y ait aussi des tuyaux, parce qu'on ne voit pas. Et il y en a un peu partout en France. Il y a eu des plans pour développer la fibre un peu partout. Et Gigalis a aussi développé en Pays de la Loire un nombre de fibres comme ça, dont on est propriétaire. Et après, les autres opérateurs peuvent, on va dire, louer, par exemple, des fibres Gigalis. Et après, Donc, vous aller avez aux des clients. équipes de câblage pur et dur. Voilà, on a beaucoup de câbles, effectivement, dans la région des Pays de la Loire. Donc ça, c'est la connectivité, premier élément. Le deuxième élément, c'est la cybersécurité. Il faut savoir qu'on a mis en place, puis maintenant ça fait un peu plus d'1 an et demi, un bouclier numérique, en particulier pour les lycées publics de la région Pays de la Loire. C'est-à-dire que des 116 lycées publics, c'est Gigalis qui les protège au niveau des flux entrants et sortants, et Ethernet, voilà, puis concrètement, donc on a un outil pour, je dirais, Vous êtes en train de parler de l'outil qui permet de communiquer entre l'établissement et les familles? non. En fait, c'est pour la sécurité, par exemple, un élève qui utilise le Wi-Fi de l'établissement. Ah, OK.
voilà, la pause par le Wi-Fi, Ça arrive un peu trop visiblement. voire pas qu'en pause, Ouais. parce que nous, on a une supervision de tout cela. C'est-à-dire qu'on sait précisément qui sait de se connecter à quoi. Et surtout, l'idée, c'est d'éviter que les utilisateurs, de fait, les élèves, n'aillent sur les sites inappropriés. Ah, ok. Et on bloque des millions de sessions chaque semaine. C'est-à-dire que l'étudiant dans sa cour d'école, Lycéen, le lycéen, il est sur son truc, il veut aller sur un truc inapproprié. il s'est bloqué. Waouh, ah, je savais même pas que ça existait. Ah bah oui, je vous confirme que vous allez devenir valeur d'exemple pour le territoire, hein. Donc ça marche très bien. Donc on a un système même de supervision donc en temps réel. D'accord. Donc on a les écrans qui permettent de savoir, etc. Et on a chaque semaine, on donne cette petite d'information. Donc on les pèse à la région Pays de la Loire, à BSN Infection, pour identifier toutes les tentatives qui ont été faites, donc dans chacun des lycées. On sait à quelle heure ça a été fait. D'accord. On a ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire les traces informatiques de ce qui a été fait et pourquoi c'était bloqué. Donc, si vous voulez, le plus souvent, il n'y a pas de délit parce que c'est bloqué en amont. D'accord. Donc, il n'y a pas de. En clair, sur les sites pornographiques. Ouais. C'est bloqué. Donc, Oui, enfin, on pourrait aller même plus loin que ça. Site pornographique, on pourrait aller sur vous savez, les messageries qui servent notamment pour les les menaces, attentats et tout ça. Il y a beaucoup de ces choses-là. Alors nous, c'est uniquement parce que en fait, on maîtrise aussi le Wi-Fi des établissements. C'est pour ça qu'on est dans ce périmètre-là. D'accord. En revanche, si c'est un 4G, le Ça 4G marche, ne ouais. dépend pas de. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et mais en revanche, si on va un peu plus loin, si là où il y a plutôt là où il y a un délit, c'est pour tout ce qui est pédopornographie Mmh. et terrorisme. Oui. Et là, on a une alerte en temps réel. D'accord, j'entends. C'est arrivé, des tentatives de connexion. Dans ce cas-là, on a l'information, on sait précisément où ça s'est passé, dans quel lycée. Incroyable. On sait sur quelle, on va dire, quelle était l'adresse IP d'origine, de destination, etc. Donc, en tout cas, c'est un outil D'accord. utile. Et ce que je veux dire, c'est qu'au-delà, je dirais, donc là, on le fait pour le lycée, mais on peut le faire aussi pour d'autres acteurs publics dans les pays de la Loire. On imagine. En fait, tous ceux qui utilisent notre réseau très haut débit, et puis de s'abonner, vous allez dire, peuvent bénéficier de ce type de. Voilà. Ensuite, c'est le cloud. Le cloud, pour les nuages, bon, c'est tout ce qui est l'hébergement de données, en fait, hein. Alors, là, on le fait déjà depuis plusieurs années. On héberge beaucoup de données. On parle de plus que de téraoctets, c'est encore plus, hein, D'accord. c'est beaucoup de données. On le fait sur ce qu'on appelle des serveurs dont on est propriétaire. C'est-à-dire qu'on a acheté les serveurs, donc ils sont à nous, mais ils sont physiquement encore aujourd'hui dans des data centers privés D'accord. autour de Nantes. Le projet quand même important, c'est qu'au 1er janvier, nous aurons notre propre data center public. Quelle est, depuis que vous êtes arrivé, votre plus grande fierté? Alors, peut-être d'avoir réussi le changement global de Gigalis, puisqu'on parlait tout à l'heure du juridique, de la compta qui était pas si simple de passer en compta public à compta privé. Aussi en matière de. On a changé les locaux, on a changé la communication, le nouveau logo, les nouvelles baselines. On a repositionné effectivement Gigalis plus globalement sur les questions notamment stratégiques. On a parlé du cloud avec le data center, de la cybersécurité avec un autre équipe. On n'a pas parlé de la connectivité, mais on a fait beaucoup de choses intéressantes. On pourra y revenir. Et donc, tout ça s'est fait simultanément avec des effectifs finalement assez réduits. On était 14, on est 26 maintenant, Wow. bientôt 29 ou 30. Et surtout, il y a une vraie dynamique. Et je crois que ce soit nos adhérents ou les acteurs qui commencent à nous découvrir dans le reste de la France, constatent effectivement que ça bouge. Et oui, il y a une dynamique, voilà. Donc là, on parlait de succès, en tout cas de fierté, de choses comme ça. En revanche, est-ce qu'il y a encore un petit caillou dans la chaussure, un truc qui vous empêche un peu de dormir, un truc que vous avez en tête et c'est pas encore accompli? Alors, c'est pas. Puis dormir, non, ce sur quoi je pense qu'il faut faire attention, c'est un peu la gestion de la croissance. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que on se développe beaucoup, ce qui est très bien, mais notre atout aujourd'hui, c'est quand même aussi l'agilité. C'est la capacité, la réactivité, honnêtement, les circuits de décision sont rapides. Oui, mais 26. On y réussit, Voilà. c'est rapide, ça se passe bien. Mais de plus en plus, en particulier avec l'augmentation des volumes d'activité, il va falloir qu'on soit encore plus dans des process industrialisés, j'allais dire. Enfin, c'est-à-dire auquel. Donc on sort d'un truc j'ai envie de dire, pardonnez-moi le terme, mais extrêmement familial, très agile, où on se parle de direct à direct, avec des process qui vont fatalement alourdir le bateau.
Voilà. Et c'est vrai que c'est notre force aujourd'hui. Donc, il va falloir au maximum que l'on conserve cette agilité. Donc, c'est vers quoi je vais essayer de tendre. Euh, Est-ce que, selon vous, on peut encore parler de souveraineté numérique locale quand beaucoup de choses passent par, finalement, des acteurs mondiaux? Alors, souveraineté, il faut voir effectivement, finalement, je vais dire, de quoi on parle entre guillemets, c'est-à-dire que, en fait, c'est un tout le numérique. C'est-à-dire que ça part, nous, c'est ce qu'on appelle parfois chez Gigalis le voyage de la donnée. Ouais. Parce qu'en fait, on commence par, je dirais, la donnée, donc la data. Il faut elle est dans un endroit, peu importe où sur le territoire. Donc, elle va voyager par des réseaux, donc le fameux réseau très haut débit. Ensuite, elle va être stockée. Donc là, c'est comment est-ce qu'elle est stockée. Elle va être sécurisée. Et l'idée, c'est qu'ensuite, elle puisse être mieux utilisée, exploitée pour des décisions et tout ça. Et donc, nous, la souveraineté, on va innover sans doute en 2026, faire quelque chose qui est un peu unique, qui est de faire du tout en un, parce qu'on est un peu les seuls en France à pouvoir le faire, c'est-à-dire faire un peu les 3 C du coup, c'est-à-dire connectivité, cyber et cloud en même temps réunis. Waouh, ok. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la data, d'abord, on ne sait pas toujours où elle va, et on a plusieurs acteurs qui vont s'en occuper. Nous, on voudrait expérimenter quelque chose où on propose, par exemple, même à une commune de petite taille, de dire qu'on vous propose de tout faire. C'est-à-dire, votre donnée qui est dans votre commune, elle va aller, par exemple, on va la transporter, on va l'héberger, on va la mettre dans notre data center au Sable d'Olonne, Ouais. et on va la sécuriser puisqu'on a des plateformes de sécurisation. Et elle ne sort plus, elle ne va pas sur Internet. Donc, on peut parler de souveraineté. Et on sera les seuls à pouvoir proposer ça, je pense. Souveraineté complète, réelle. Quand on dit souveraineté, c'est le fait de maîtriser. Et c'est vrai que le fait de le mettre dans un data center public, qui est soumis à aucune demande extraterritoriale ou autre, fait que, eh bien, on peut donner des garanties, alors encore une fois, aux acteurs publics. C'est-à-dire, nous, on ne va pas héberger les données des acteurs privés. Chacun son. Voilà, on ne va pas aller sur la plate-bande d'acteurs privés, on est bien dans le secteur public. Et l'idée, c'est de dire, c'est comment fournir donc une haute sécurité et si possible, donc on essaie de faire à un prix abordable. L'enjeu, c'est pas de gagner de l'argent pour comme ça uniquement. Quand vous dites ça, je vous le dis, nous, petits privés, chez nous, un prix abordable, moi, je ne sais même pas ce que c'est. On parle de quoi? Non, mais par exemple, pour une petite commune, elle raisonne souvent en centaines d'euros. D'accord, ok. C'est comment est-ce qu'on peut offrir un système complet, Voilà, j'ai ma gamme de prix, d'accord. Ok. même en sécurisant, puisqu'on aura les moyens désormais de faire aussi une surveillance, détection et tout ça, et remédiation si besoin, je dirais, sur Donc, ça peut partir à partir de quelques centaines d'euros, c'est ça que vous... idée. Ah ouais, mais c'est génial, ça change la donne. Voilà. Mais parce qu'en fait, enfin, la réalité, c'est que tant qu'on n'aura pas permis à des petites structures d'accéder à la haute sécurité, il y aura des maillons faibles. Absolument. Et je pense que, enfin, modestement, mais si on arrive dans les Pays de la Loire à faire en sorte que même les petits peuvent avoir un niveau de service élevé et qu'ils peuvent, je dirais, entre guillemets, se l'acheter, eh ben, on aura rempli notre contrat. Donc, la prise de conscience, comme vous le disiez en intro de cette émission, disant aujourd'hui les gens n'ont pas conscience de ce truc-là, c'est un peu le parent pauvre du truc, tout ça. Et 2, l'équipement. Et de peut-être faire tomber des barrières, même dans cette émission, de dire aux petites communes, c'est pas si cher que ça, ne pensez même pas que c'est inabordable. C'est ça. Donc, en tout cas, et puis je pense que si on arrive à faire une offre combinée pour permettre d'héberger les data, au niveau aussi du data center des salles, dont on fera des justes prix aussi, corrects, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller sous le prix du marché, c'est pas le sujet, mais il ne s'agit pas non plus de faire des marges parce qu'on aurait, on va dire, le bonus souveraineté par rapport à d'autres data centers. On fera le juste prix. Et on fera en sorte justement que les dépenses soient raisonnables. On va monter en gamme progressivement. On ne cherche pas à faire un immense... C'est 300 mètres carrés, c'est pas nous. Ça ressemble à une gestion en bon père de famille. Voilà, tranquillement, on va faire un déphasage. Et lorsqu'on va choisir notamment des serveurs pour notre data center,
on ne va pas tout de suite remplir toute la salle. On va le faire au fur et à mesure des besoins. Ouais. Ça ne sert à rien de payer si ce n'est pas utile, quoi. Donc, on va faire des choses progressivement, y compris, même en matière de climatisation de la salle, etc. Et de façon à sortir un prix acceptable pour les tiers publics. La différence, c'est que pour ceux qui les souhaitent, ils pourront comme ça être dans une structure publique avec un nombre de garantie. Pour autant, ça n'empêche pas qu'ils mettent aussi leurs données ailleurs s'ils le souhaitent dans un data center privé. Mais une partie d'entre elles, ou celles qui considèrent comme un peu le noyau central, pour les mettre, par exemple. On est dans la culture du franco-français, consommons chez nous, faisons les choses chez nous, c'est peut-être l'occasion de passer quand même chez nous. Aujourd'hui, est-ce que comme dans d'autres marchés, vous diriez qu'en matière de cybermenaces, le maillon faible dont vous parliez tout à l'heure est souvent situé entre l'écran et la chaise? C'est une erreur humaine quasi systématiquement ou pas? Alors, moi, je dirais, s'il faut choisir entre les deux, le risque, c'est plus la cyberattaque que l'humain. Voilà, pas que. Pour être station, en fait, il faut renverser le rôle. Il faut que les maillons que l'homme devienne le maillon fort. Alors, donc, évidemment, il faut sensibiliser, donc, ça veut dire que c'est du continu. Bien sûr, il faut sensibiliser en continu. Il faut former. Etc. Mais à un moment, si on n'a pas... quand il y a une cyberattaque, c'est assez brutal et ça peut durer des semaines. Ouais. Et là, il y a un vrai goût parce que les gens ne sont pas forcément prêts. Ce qui veut dire que non seulement il faut sensibiliser, mais il faut aussi développer ce qu'on appelle des simulations de gestion de crise. Oui, tout le monde n'est pas capable de fonctionner en mode dégradé, comme on pourrait le voir de temps en temps. Et en tout cas, il faut avoir les réflexes. Ouais. Et c'est des choses d'ailleurs qu'on va sans doute développer nous aussi l'année prochaine pour accompagner des structures vers justement une simulation de crise pour voir comment chacun réagit. Est-ce que tout le monde a les bons réflexes? Est-ce qu'il y a des outils, on va dire, manuels, est-ce qu'il y a des feuilles pour expliquer ce qui doit être fait, des process, voilà, des choses toutes bêtes. Mais je crois que c'est important de se mettre dedans, on va dire. Et l'ANSSI fait très bien ça aussi. Elle fait régulièrement des exercices. On peut saluer l'exercice de l'ANSSI qui est extrêmement proactif sur les choses. Ouais. Voilà, ils ont fait un exercice fin septembre qui s'appelle Rempart, hein, et qui, d'ailleurs, j'y vais le site associé au Pays d'Avoir, et un peu partout en France. Et c'est typiquement ce genre d'initiative qu'il faut développer. Est-ce que, selon vous, le numérique public, pourquoi pas, est encore piloté par une vision ou par la peur? Pour moi, on ne construit pas vraiment sur la peur. Donc, il faut que ce soit sur une vision. Alors après, chacun à son niveau, on voit bien que numérique, il faut avoir des visions territoriales, nationales, européennes. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont visibles au niveau d'Europe, mais il est vrai qu'en France, on a aussi des agences qui s'occupent de cela et qui doivent donner un cadre commun, un sujet notamment réglementaire en cours, avec l'analyse 2. Et puis le territorial, c'est bien aussi d'avoir une vision. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a la chance en Pays d'Avoir d'avoir des élus, notamment à la région Pays d'Avoir, qui sont allants, on va dire, pour faire du numérique et de l'IA, des nouvelles technologies de façon plus générale, de vrais outils pour à la fois répondre aux besoins et puis aussi de gagner en performance. Vous en parliez, ça me donne une très bonne transition. L'IA territoriale, ça y est, le mot est lâché. Attention, le gros mot IA est lâché. Opportunité historique ou piège? Vraie opportunité. Vraie opportunité, mais... Alors, je continue. Vraie opportunité parce que on change de niveau là. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on a souhaité lancer ce qu'on appelle notre fabrique IA territoriale, donc le 1er septembre. Je parlais tout à l'heure des 12 acteurs. Et au-delà des 12, ce qu'on a souhaité faire, c'est créer aussi un collectif. Et ce qui est bien, c'est que tous ces acteurs, les PME ou les 3D qui sont plus importants, jouent le jeu. C'est-à-dire comment travailler ensemble pour répondre aux besoins en matière d'IA auprès de l'ensemble des services publics. Alors, ça va des choses pas toutes bêtes, mais enfin, il y a aussi de l'IA, par exemple, pour améliorer les délibérations. Vous savez, pour prendre une collectivité, prendre des décisions, il y a des outils maintenant qui facilitent la rédaction des rapports, d'accord, oui, etc. absolument. Donc, ça fait gagner du temps aux collègues qui sont chargés de faire ça. Il y a aussi des visages juridiques qui sont
qui sont pertinentes, etc. Donc là, on peut gagner du temps. Il y a aussi de plus en plus des outils de réponse à travers des chats. On peut gagner du temps parce que ça peut être un premier niveau de réponse. Ça commence à être expérimenté dans plusieurs collectivités. C'est-à-dire que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les tickets de service. Quand il y a un problème informatique, Ouais, on ouvre un premier niveau, on ouvre un ticket. Là, l'idée, par exemple, c'est qu'on peut avoir de l'IA qui répond à ce premier niveau de ticket parce qu'elle a toute sa base documentaire. Un niveau non intellectuel, un niveau qui ne nécessite pas de... Okay, basique. Et donc, du coup, on gagne du temps, ça évite d'attendre, on a une réponse immédiate. Et si vraiment, après, il y a une difficulté, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant, bon, bah, ça monte au niveau 2, et puis avec, du coup, un humain pour traiter ça. Donc, en tout cas, l'IA, on peut faire effectivement beaucoup de choses. Nous, on essaye aussi d'expérimenter. Chez Gigalis en interne, on a acheté un serveur dédié. Et là-dessus, on met en place des outils, on regarde plus d'automatisation. Une question peut-être un peu plus philosophique. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit dire non à une avancée numérique trop rapide? Je ne pense pas. On ne peut pas le faire. Plutôt concentrons notre énergie sur comment accompagner, comment permettre notamment à toutes les personnes concernées, je dirais, de s'approprier. C'est pas une bataille contre le progrès. Ça marche pas, ça. Et surtout, si nous on le fait en France, il y a d'autres qui le raisonnent différemment. Et là, si on veut perdre des batailles, donc maîtriser notre bataille, maîtriser notre sujet. Voilà, au contraire. Donc c'est bien que l'innovation, c'est ça qui permet de faire la différence dans la durée. Et donc, au contraire, il faut encourager l'innovation. Et après, évidemment, il y a des accompagnements à faire dans les structures, etc., mais on ne peut pas aller contre. On arrive au terme de cet entretien. Il me reste une question à vous poser. Plutôt un pouvoir magique à vous donner, parce que c'est mon petit côté donnant. Un CTRL-Z sur votre vie ou sur votre carrière, un moment où vous pouvez revenir en arrière et faire différemment quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose en tête? Si je prenais quelque chose de différent, probablement je ne ferais pas de bon goût. Déjà, ça serait déjà dommage. Je suis d'accord avec vous, Jean-Pierre. Non, mais je pense qu'évidemment, après, comme tout le monde, c'est des parcours qui ont des formes de cohérence à un moment donné. Et donc, on va prendre du parcours qu'il est. En tout cas, merci de veiller sur nous quelque part. On va vous mettre autour de cette vidéo toutes les informations sur Gigalis, parce qu'en fait, vous êtes dans les Pays de la Loire, vous êtes forcément concerné si vous êtes un opérateur public, une administration, un hôpital, un aéroport, pour contacter les équipes de Jean-Pierre. Infuser cette science au national, puisque ça peut nous servir vu les temps qu'on traverse ces derniers temps. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci à vous. Vous qui nous suivez, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux et protégés, parce que le reste, ça suit toujours. Ciao!